Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, on arrive à la toute fin de ces travaux de la commission Hogg, la commission sur l'ingérence étrangère au Canada. Et là, aujourd'hui, retour à la barre pour conclure les travaux du premier ministre. Oui, c'est un deuxième passage pour M. Trudeau. C'est prévu à 9h30 ce matin. Justin Trudeau qui témoigne dans le cadre de cette enquête-là qui porte sur les allégations selon lesquelles la Chine, la Russie et d'autres puissances auraient tenté de s'ingérer dans les 2 dernières élections fédérales au Canada. On a déjà appris via cette enquête-là que le cabinet de M. Trudeau avait été informé en mai 2022 d'une menace croissante d'ingérence étrangère et que des parlementaires étaient soupçonnés d'avoir aidé les efforts déployés par certains États étrangers pour essayer de s'immiscer dans les affaires canadiennes. Alors, est-ce qu'on apprendra davantage de choses dans le témoignage de M. Trudeau? Est-ce qu'il va nous servir des phrases plutôt générales, plutôt laconiques? Ça m'étonnerait, c'est pas son genre de faire des phrases générales. Mais tu sais, est-ce que quelque chose ressortira de tout ça? Puis il y a eu aussi les révélations, puis là, c'est pas dans la même commission, mais quand même, là, sur tout ce qui s'est passé impliquant l'Inde, les relations diplomatiques très tendues entre non, c'est sûr qu'on est dans une semaine d'ingérence étrangère dans nos affaires. Mais tu sais, sincèrement, cette étape-ci, écoute, je sais pas comment le dire pour rester gentil, mais mettons que t'es conseiller de Justin Trudeau, tu lui dis, regarde, va là, réponds que... T'as pas peur de perdre des points ou de perdre des plumes, là. Ça va si mal pour lui. Ça va... Le pauvre petit poulet, il est déjà... Il est tout nu. Il est déjà tout nu. Non, c'est exactement ça. Fait que tu dis, regarde, va là, ça va déjà tellement mal, il n'y a aucun risque que cette affaire-là fasse que ça aille encore plus mal ou qu'on perde des appuis à cette étape-ci. Mais je retiens quand même de la commission Hogg qu'on a réclamé... Sur la question de l'ingérence étrangère, il faudrait une commission d'enquête publique. Ça coûte une fortune, une commission d'enquête publique. Puis, incluant dans les médias, il y a plusieurs personnes demandaient ça. L'a-t-on vraiment suivi? A-t-on vraiment donné cette... Parce que normalement, c'est une commission d'enquête publique, ça veut dire que le sujet est tellement grave là, que toute la population retient son souffle. Là. Tout le monde, il y a plus de monde qui écoute les nouvelles ce soir, à chaque soir, pour savoir... Qu'est-ce qui s'est dit à la commission? C'est un peu ça, mettons, au Québec, à la commission Charbonneau, sincèrement. Mais si t'es en bas de ça, si la commission, une fois qu'elle est créée, tout le monde s'en fout, ça valait-tu vraiment... C'était-tu vraiment ça qu'il fallait faire? Fallait-tu vraiment... Parce que là, j'ai l'impression qu'un matin, pas mal de monde qui déjeune calmement, là. Pourtant, le premier ministre... le premier ministre témoigne à une enquête publique ce matin. On devrait tous, là, tu comprends, sur le bout de notre chaise... Peut-être des gens qui vont prendre congé pour suivre ça, Mario. Tu penses? Ben, non, pas vraiment. Non, fait que c'est une commission d'enquête publique, finalement, on a un peu l'impression que on a fait tout le débat en la demandant. On a fait tout le débat sur l'ingérence étrangère en la demandant. Puis au moment où elle se tient, elle ne suscite plus tant d'intérêt. Bon, peut-être que le rapport va quand même donner des recommandations utiles à tous les gouvernements futurs pour que le Canada se protège mieux. C'est à souhaiter. Ceci dit, le plus gros problème de M. Trudeau aujourd'hui, c'est pas celui-là. C'est que dans son caucus, il y en a qui veulent sa tête. Il y a même un député de l'île du Prince-Édouard qui a pris la parole là, ouvertement et publiquement. Oui, c'était Sean Casey, député de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Il a accordé une entrevue à l'émission Power and Politics à CBC où il a affirmé que les électeurs de sa circonscription n'accordent plus aucune importance aux annonces faites par le gouvernement Trudeau en matière de logement et de finances. Il a dit que le message qu'il reçoit et que M. Trudeau doit partir, il est d'accord d'ailleurs avec les électeurs. C'est pas le premier député à faire une sortie comme ça. Mme Mendez, de Brossard. Oui. C'est pas elle, là. C'est ses électeurs, c'est sa population qui lui dit on veut plus rien savoir de Trudeau. Et elle avait dit ça il y a quelques semaines déjà, donc ça fait quand même quelque temps, un bon moment. Et là, il y a tout ce grenouillage-là qui s'organise en coulisses, ces députés libéraux qui organisent une fronde contre M. Trudeau pour qu'il quitte son poste. Il y a cette lettre qui circule à l'interne, signée par à peu près entre 20 et 30 députés potentiellement, des membres de l'Atlantique, du caucus de l'Ontario. Et là, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont fait débouler les choses. Là. De châteaux forts perdus, notamment dans le Grand Toronto, à Montréal, ici également. Dans ce cas-ci, c'était aux mains du Bloc québécois. Et là, au cours des dernières heures, il y a le lieutenant politique de Justin Trudeau, Jean-Yves Duclos, qui a pris sa défense, qui est sorti... Énergiquement, s'il vous plaît. Ah bah oui, non, je te dis, là, il était vraiment, là, il était en grande forme. Mais M. Duclos, lui,
a attribué le climat actuel à l'insécurité. Beaucoup de certains députés qui regardent les sondages et qui se disent on ne sera pas réélu, c'est clair. Est-ce qu'on a l'extrait de M. Duclos? Certains députés libéraux et autres députés sont probablement anxieux par rapport aux prochaines élections. C'est normal. La réaction naturelle et importante à avoir, c'est de continuer à se battre. C'est une réaction qui est pas toujours évidente là, quand on regarde les sondages, quand on regarde les critiques des commentateurs et ainsi de suite. Mais c'est une réaction à laquelle je m'attends de tous les députés du caucus du Québec. Bon, on continue à vouloir se battre. C'est une façon polie de dire ils ont peur. Oui. Mais c'est vrai que c'est une différence fondamentale. C'est pas banal. C'est la différence entre une mutinerie dans un caucus, par exemple, des députés qui seraient en désaccord avec des orientations de fond, là, qui diraient M. Trudeau a trop dépensé, nous on veut un chef qui est plus économe ou peu importe, mais une orientation fondamentale. Là, sincèrement, on n'entend pas de ces députés qui ont une divergence idéologique ou que c'est des députés qui voudraient voir le parti prendre un autre virage. On entend un peu comme le dit platement M. Duclos, ils ont peur. Ils regardent les sondages, ils se disent je vais perdre mon comté. Puis là, eux semblent dire si on avait un autre chef, ce serait mieux. Puis là, j'aurais le goût de leur répondre les amis, pas nécessairement. Là. Puis même Mark Carney, qui semble être le rêve le sauveur. Le rêve de plusieurs, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Plusieurs semblent oublier que quand on dit le nom de Mark Carney comme ça, ça fait bien, beau curriculum vitae. Mais Mark Carney débarque dans l'arène demain matin. Là. La première journée, là, Pierre Poilievre l'attaque, puis là, il fait un débat à la Chambre des communes ou dans une campagne électorale, un débat des chefs contre Pierre Poilievre. On a toutes les raisons de croire que Pierre Poilievre le découpe en rondelles. Là. Un débatteur aguerri qui fait du débat politique depuis des années et des années face à quelqu'un qui n'est jamais monté dans ce ring-là de sa vie. Il n'a même pas fait un petit débat de candidat dans un comté, même pas jamais fait... Il n'a jamais été candidat à rien... Puis là, tout à coup, il deviendrait chef de parti, candidat au poste de premier ministre, à quelques semaines, quelques mois de préavis d'être retrouvé en campagne électorale, à devoir tout apprendre, là. Les médias, les points de presse, les débats. Fait que je pense qu'il y a des gens qui s'illusionnent là, quand même, pour se lancer dans la bataille, à mon humble avis, avec tous ses défauts, Justin Trudeau est mieux préparé que Mark Carney aujourd'hui. Là. Mais dans le contexte actuel, Mario, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on entend toutes sortes de rumeurs. Est-ce qu'on va proroger les travaux à la Chambre des communes pour se donner un petit peu d'air, repartir ça au retour des fêtes ou quelque chose comme ça? C'est quoi la stratégie, disons, des libéraux qui serait la plus optimale? Je vais te ramener ça à sa plus simple expression. Il y a un point. Si t'es 5-6 points derrière, OK? Je vais me reprendre autrement. Si t'es 5-6 points derrière, il y a plein de stratégies possibles, puis tu peux dire, regarde, on va prendre l'offensive, puis c'est nous autres qui va déclencher les élections, puis on va changer le momentum. Quand t'es 21 points en arrière, mettons, faisons un chiffron 20 points en arrière, là, ce que je viens de dire est plus vrai. Là. Tu peux pas dire, là, nous, on va y déclencher nous-mêmes les élections. Alors, il vient un point où ça va si mal que gagner du temps est logique. Et même si, mettons, proroger la Chambre, reporter ça, fermer le Parlement pour quelques mois, même si tout ça paraît absurde, puis tu vas dire ça va être encore pire, l'opinion publique va dire là, Trudeau est même plus capable de gouverner. Non. Gagner du temps devient moins pire que tout. Il faut que tu gagnes du temps. Puis après ça, gagner du temps, qu'est-ce qui peut arriver? On le sait pas, là. Un choc à l'économie mondiale, quelque chose aux États-Unis, une crise au Canada, puis la crise que comme gouvernement, tu vas mieux gérer, puis que là, Poilievre va s'enfarger en commentant la crise. Il y a un point où faut que tu espères que, comme on dit, là, quasiment comme l'agriculteur qui attend la pluie, là, tu comprends, qui met un chapelet sur la corde à linge, faut que tu espères qu'il va arriver quelque chose de bon, parce que t'es perdu, là. T'es fait. Les écarts de sondage sont trop grands. Quand même tu feras un bon discours, un bon débat des chefs, t'es fait à l'os. Faut t'espérer qu'il arrive quelque chose. Et les libéraux sont pas loin de ce niveau-là là, de désespoir. Donc moi, les stratégies qu'ils vont prendre pour gagner du temps, je vais être obligé de dire, c'est pas nécessairement dans l'intérêt du pays, mais dans l'intérêt du Parti libéral de Justin Trudeau, ça peut apparaître parfaitement logique. C'est réglé, la course pour être porte-parole de Québec solidaire? Ça s'est réglé simplement? Oui, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas d'opposition. Aruba Ghazal, qui va devenir donc la nouvelle co-porte-parole féminine du parti, ça va s'officialiser à la mi-novembre là, lors du Congrès solidaire. Sauf que la date limite pour les dépôts de candidature est passée. C'est ça, exactement. Donc sinon, c'est contre une chaise vide.
On pariera qu'on nous va espérer gagner, pour Rouba Gazal, oui, qu'elle va remporter ça. C'est pas très QS, ça, être élu par acclamation. D'habitude, c'est un parti où il y a de la démocratie interne, de la concurrence. Mais dans les circonstances où il y a eu tout ce déchirement interne à la suite du départ d'Émilie Lessard-Terrien, puis souvenons-nous de la dernière course, c'était très serré entre les deux. Donc, Rouba Gazal. Puis c'est un 2-pour-1. Hier, il y avait deux nouvelles d'intérêt concernant Québec solidaire parce que on connaît aussi l'identité de la candidate qui va se présenter dans l'élection partielle à venir dans Terrebonne. C'est un nom qu'on connaissait déjà. Nadia Poirier, elle avait affronté l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon lors des dernières élections, finalement, dans cette circonscription. Il y avait eu un écart quand même de 13 000 voix entre elle et Pierre Fitzgibbon. Et d'entrée de jeu, elle a quand même déclaré qu'elle s'attendait que le Parti québécois remporte la partielle dans Terrebonne. Alors, on diminue les attentes. On part fort. Là, ça, c'est le soir de son investiture avant que l'élection soit déclenchée. C'est un bel acte de réalisme. Oui. Bon, alors, est-ce qu'on aura une course à deux plutôt entre le PQ et la CAQ? Et la CAQ, mais dans le Terrebonne. cas présent, en fait, les deux partis qui ont présenté leurs candidats, ce sont les libéraux et Québec solidaire, donc ceux qui ont le moins de chances de gagner, mais les deux que tu viens de nommer qui risquent de se livrer une bataille n'ont pas encore présenté leur candidature. Non, et je reviens à Rouba Gazal. Gabriel Nadeau-Dubois voit son arrivée d'un très, très, très bon œil, et il a même lancé une flèche à François Legault. Je te le fais entendre. Qu'est-ce qui François Legault doit s'attendre en 15 secondes? À devoir, en pleine face de Rouba Gazal, oser tenir les discours qu'il tient actuellement en immigration. Moi, je pense qu'il n'osera pas parce qu'il va avoir devant lui l'incarnation même de ce qu'on est capable de faire au Québec en matière d'intégration, de francisation et de fierté, mais de fierté inclusive. Ouais, c'est vrai que c'est un enfant de la loi 101 et c'est l'exemple réussi d'intégration, mais je veux dire, il y en a des milliers, des dizaines de milliers comme ça. Et c'est vrai que le Québec, pendant une longue période, on a cru que la loi 101 était suffisante pour protéger. Mais maintenant, on sait qu'il y a passé certains seuils d'immigration. On sait maintenant que le français demeure menacé malgré la loi 101. Mais il n'y a pas l'ombre de doute que Rouba Gazal, c'est l'exemple ultime là, d'une personne qui s'est complètement intégrée au Québec français. Et il y en a des dizaines de milliers comme ça. Par contre, c'est un débat intéressant, les enfants de la loi 101, parce que moi, j'en connais personnellement. Il y a plein d'enfants de la loi 101 qui parlent français. Donc, ils vont au bureau, il n'y a pas de problème. Là, ça parle français au bureau, ou un client leur parle français, ils parlent français très correctement. Des fois, un mini-accent, des fois à peine. Mais ils vivent en anglais. À la maison. À la maison, oui. tout le temps. Là. Ils vivent en anglais. Si personne leur parle français, à la maison, ils vivent en anglais. La télé est toujours en anglais. Ils savent pas c'est qui. Pierre Bruno, là, qui a pris sa retraite, ils savent pas c'est qui ce gars-là. Tu comprends? Ils vivent en anglais. Ils vivent dans le Canada ou dans l'Amérique du Nord anglaise, tout simplement. Ils connaissent rien du Québec français, même s'ils... C'est comme s'ils parlent la langue comme une compétence. Tu vois, c'est comme une compétence qu'ils ont acquise. Puis s'ils vont au centre d'achat, c'est bonjour, hi, ça va être hi, puis ils vont se passer à l'anglais. Vivent et ça, c'est l'angle mort, moi, je pense. Des enfants de la loi 101 qui ont passé là, de la première année au secondaire 5 en français, ont acquis le français comme une compétence impeccable, mais, et c'est pas le cas de Rouba Gazal, elle vit en français, là, c'est très clair. Mais des gens qui, dans le fond, c'est bizarre, ils maîtrisent le français, mais ils vivent essentiellement en anglais à Montréal. Pierre Bruno, il dira ça, c'est le gars qui était dans le Duc Colvert, là, dans le chanteur masqué. C'était ça, lui, ça. Le duc de l'information. Quelle est cette guerre que mènent les médecins spécialistes, guerre devant les tribunaux? Oui, c'est à la une du journal ce matin. C'est une saga judiciaire qui fait rage depuis quand même plusieurs années déjà entre les spécialistes et la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, la Fédération des médecins spécialistes se bat maintenant devant les tribunaux. Ça fait 5 ans que ça dure, Mario, pour empêcher la RAMQ de diffuser les noms des professionnels de la santé qui ont été forcés à rembourser des sommes auxquelles ils n'avaient pas droit. Donc, la Fédération reproche au gouvernement de vouloir divulguer sans faire de distinction entre les erreurs de bonne foi et les noms de ceux qui auraient surfacturé de façon abusive. Donc, ce qu'ils craignent, c'est que tout le monde soit mis dans le même panier et que ça cause des torts, notamment que ça accentue le climat de méfiance envers les médecins. Du côté de la RAMQ, on dit que les médecins qui ont surfacturé, la RAMQ les oblige à remettre de l'argent. Oui. Et on se bat pour garder confidentiel ces noms-là.
Et pour faire, en tout cas, du moins, des précisions importantes entre ce qui a été fait comme erreur de bonne foi et de façon abusive. La RAMQ, de son côté, dit que c'est un exercice de transparence, de reddition de comptes. Et il faut revenir un peu en arrière à 2016. La loi 28, sous Gaétan Barrette, qui avait apporté une modification à la loi sur l'assurance maladie qui permettait maintenant de dévoiler les noms des médecins qui sont forcés de rembourser la RAMQ. Quelques exemples. Les plus grosses réclamations de 2024 qui sont citées dans le journal. Il y a une pharmacie pour services non rendus. 1 125 000 $ de réclamations à la RAMQ. Un omnipraticien en télémédecine, 245 000 $. Un omnipraticien pour de la facturation pour des frais de cabinet, 168 900. On a quelques exemples dans le journal comme ça. Alors maintenant, il n'y a pas juste la Fédération des médecins spécialistes du Québec, il y a aussi des associations qui représentent des médecins de famille, des dentistes, des optométristes, des pharmaciens qui participent à cette contestation judiciaire-là. Et ce qu'on demande à la Cour, c'est d'empêcher la diffusion en invoquant, entre autres, le droit à la vie privée, à la réputation, et ça, c'est prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés. On est maintenant à moins de 3 semaines de l'élection aux États-Unis. Ouais, 20 jours déjà. Le compte à rebours est plus qu'entamé. Voici ce qu'on surveille, notamment Kamala Harris qui revient en Pennsylvanie pour un deuxième événement de campagne en 3 jours. On sait à quel point la Pennsylvanie fait partie de ces États pivots qui pourraient donner les clés de la Maison-Blanche à un ou à l'autre. Elle accorde aussi une entrevue à Fox News. Ce sera diffusé ce soir. Et pour ce qui est de Donald Trump, Fox va diffuser l'Assemblée publique qu'il a enregistrée hier à Atlanta, devant un public composé uniquement de femmes, où il a abordé notamment les sujets comme l'avortement, l'immigration, mais le débat qui a fait le plus, pas le débat, mais le rassemblement qui a fait le plus jaser de Donald Trump, c'était lundi soir en Pennsylvanie, où, en plein milieu d'une assemblée où les gens perdaient connaissance, le Donald a décidé d'arrêter ça. Il dit, ça vous tente-tu d'écouter de la musique à la place? Et là, pendant 39 minutes, le Donald s'est déhanché. Il a fait sa fameuse danse des manivelles. La danse des manivelles? Ben oui, la danse, il y a deux. Je comprends ce que tu dis. Donald Trump a 2 moves. Tu sais, sur les pistes de danse, on a tous 2 moves. Il y a la danse des manivelles. Puis après ça, il y a la version un petit peu plus comme à la hauteur de la taille. Là. Twist and shout. Twist and shout sans se baisser. Là. Twist and shout. Mais... tu sais, il y a des chansons, on a entendu plusieurs chansons, YMCA, entre autres. Il y en a eu plein, là. Conte Partiro d'Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Nothing Compares to You de Sinead O'Connor. Il y a eu du Elvis Presley. Non, toute une playlist, November Rain de Guns N' Roses. Mais ça n'a pas fait l'affaire de tous les artistes qui ont été joués dans cette liste de lecture-là. Il y en a qui ont été choqués. Tu parlais de Donald Trump. Quand il a arrêté le rassemblement pour danser 39 minutes, c'est comme ça que ça s'est passé. Let me hear that music, please. Il est parti avec le YMCA. Mais ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde parce qu'on se rappelle qu'avant ce rassemblement-là où il a dansé pendant 39 minutes, il y a déjà plusieurs il y a déjà plusieurs artistes qui ont manifesté le fait de ne plus utiliser leur musique. Ça a été le cas de ABBA, Bruce Springsteen, Neil Young, Céline Dion, Rolling Stones, qui avaient déjà mis un hold sur « on veut pas que tu utilises notre musique pendant tes rassemblements ». Mais là, hier, c'est Rufus Wainwright, le Montréalais qui vit maintenant à Los Angeles, qui a dit « je suis choqué qu'il ait utilisé la chanson « Hallelujah » de Leonard Cohen dans son rassemblement ». Hallelujah, hallelujah. Il dit, je suis horrifié, je vois ça comme un blasphème. Il dit, Alléluia, c'est l'ode à la tolérance. Je me sens vraiment fâché. Il dit, mais mon bon côté espère que lorsque qu'il va écouter le chef-d'œuvre de Leonard Cohen, peut-être qu'il va ressentir un peu de remords par rapport à ses agissements, mais je ne me fais pas d'illusions. Je suis à fond Kamala Harris. Et la succession de Leonard Cohen aussi a fait parvenir une lettre aux organisateurs de campagne de Trump pour qu'ils cessent la diffusion de la chanson Hallelujah dans ses rassemblements. Et ça a fait vraiment le tour du web hier là, parce que la lettre de Rufus Wainwright, il l'a publiée sur Instagram, sur Facebook. Ça a fait beaucoup réagir. Donc, il a été très choqué par ça. Mais c'est quand même... rigolo? Non, mais dans le sens d'arrêter un rassemblement politique puis de dire là, on écoute de la musique. As-tu déjà fait ça, toi, Mario? J'ai jamais fait ça. OK, parfait. Il fait exprès. Ça aurait été quoi ta danse? On est rassurés. C'est quoi ton move de danse? Oui, c'est quoi ton move? Je faudrait... mais c'est les manivelles, j'avoue que ça m'étonne à chaque fois. Là. Kamala Harris s'en est inquiétée, d'ailleurs. Oui. Là. Elle a publié, elle dit... la question de santé. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien. Elle fait souvent référence au fait que, bon, peut-être que le Donald,
est un peu confus, est un peu mêlé, quoique Donald Trump a abondamment critiqué aussi l'état de santé mentale de Joe Biden. Là, de part et d'autre, on s'accuse. Mais en même temps, moi, je pense qu'il fait ça pour faire jaser. Tu sais, de quoi on parle ce matin? Ouais. Mais le monde avait l'air heureux. Dans la salle, écouter de la musique, tout le monde aime ça. Tout le monde avait l'air heureux de sa présence au rassemblement Trump. Et au sport, il y avait le premier match à domicile. Il y a des Blue Jackets de Columbus. C'est tout un hommage bien fait à Johnny Gaudreau. Ah, vraiment, c'était très, très, très touchant. Rappelons que Johnny Gaudreau et son frère ont perdu la vie après avoir été happés cet été par un chauffeur Yves. Et là, c'était la rentrée à domicile au Nationwide Arena pour les Blue Jackets de Columbus, qui ont hissé d'abord une bannière, la bannière numéro 13 de Johnny Gaudreau. Il y avait des membres de la famille Gaudreau qui étaient présents. Et pendant la période d'échauffement, tous les joueurs, incluant ceux des Panthers, ont porté le numéro 13 là, de Johnny Gaudreau. Et moi, ce qui m'a vraiment donné des frissons, c'est qu'à la mise au jeu, les Blue Jackets ont envoyé 4 patineurs sur la glace et non 5. On a laissé un espace à l'aile gauche de Sean Monahan de disponible, de libre. C'était l'endroit qu'aurait dû, c'était la place sur l'alignement qu'aurait dû occuper Johnny Gaudreau, qui aurait joué à la gauche de son bon ami Sean Monahan, qui venait de signer un contrat avec les Blue Jackets pour que les deux soient réunis. Les deux avaient fait la pluie et le beau temps avec les Flames de Calgary. Les joueurs des deux équipes sont restés immobiles pendant 13 secondes. 13 en hommage au numéro 13 de Johnny Gaudreau. Et une des belles histoires de ce match-là, c'est que Sean Monahan a marqué un but hier soir contre les Panthers. Et au moment de marquer le but, il a levé le bras. Il a pointé la bannière de Johnny Gaudreau. Tous les joueurs l'ont entouré. C'était extrêmement touchant. Une défaite de 4-3 contre les Panthers, mais on s'en fout du pointage à la fin. Parce qu'il y avait énormément d'émotions. Ça a été bien fait avec une grande classe de l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Et au moins, Sean Monahan, qui est bouleversé par, on le voyait très ému sur les images, même dans les cérémonies d'avant-match, au moins il a pu marquer un but pour son grand chum. Mais c'est toujours... ils l'ont fait, je l'avais jamais vu dans le cas du hockey, mais tu sais, ces notions de chaise vide, de laisser libre la place de la personne, la fameuse image... qu'on utilise au cinéma et dans les chansons de la chaise vide à table, mais là, dans le cas d'un trio, des joueurs placés pour la mise au jeu initiale, de laisser le poste vide, c'était fort, lourd en symbolique. Ceci dit, tu parles du score qui est moins important, c'est vrai, mais quand même, les Panthers ont souvent, l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, on dit, ont fait le party tout l'été. D'abord, ils ont fini tard, leur saison précédente a fini tard, les joueurs sont fatigués, ont fait le party tout l'été. Mais les Panthers, c'est pas ça du tout. Là. Ils reprennent vraiment où ils ont laissé. Ils perdent essentiellement jamais. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.